Salut, on est les étudiants et étudiantes Relais Santé de Lyon 1. Tu nous as peut-être déjà croisés sur ton campus, en soirée ou sur les réseaux. Dans cette série de podcasts, on parle sexualité, relations, addiction et d'autres sujets qui nous concernent, nous les étudiants et étudiantes. Mais avant tout, on sait que cette période de confinement est inhabituelle. Si tu es confiné, seul, la sensation de solitude peut devenir pesante. Tu te retrouves peut-être dans un environnement où tu ne te sens pas bien, mais sache que tu n'es pas seul et qu'il existe plein de ressources pour t'aider dans ton confinement. Justement, on sait que vous êtes beaucoup d'étudiants et étudiantes dans ce cas, on ne vous oublie pas, d'ailleurs on aimerait aborder ce sujet dans un prochain podcast. Le confinement est une période particulière et fatigante. On voudrait rappeler que même si tu n'atteins pas tous tes objectifs, le principal c'est de faire les choses que tu as envie de faire et qui te font du bien. En tout cas, tu peux discuter avec nous sur les réseaux, ers.lyon1 sur Facebook et Instagram, ou par mail ers.équipe@univ-lyon1. Si tu te sens mal, n'hésite pas à appeler le SSU 04 27 46 57 57, tu pourras en discuter avec des pros. Donc aujourd'hui, on parle de couple confiné à distance. On va discuter avec Caroline, Romane et Amandine. Je vais donc vous laisser vous présenter. Bonjour et merci encore pour cette invitation. Moi, je suis donc Amandine, je travaille comme animatrice en éducation à la sexualité et à la vie affective. On intervient dans des collèges et des lycées pour faire de la sensibilisation sur cette thématique-là auprès des collégiens et des lycéens. Bonjour, je m'appelle Caroline et je suis étudiante à Lyon 1 et je suis en L2 SVT. Bonjour, moi c'est Romane et je suis étudiante en formation d'éducateur spécialisé. Du coup, moi, je m'appelle Santiago, je suis étudiant en relais santé et je suis aussi en L2 SVT à Lyon 1. Et moi, c'est Max, je suis aussi étudiant en relais santé. Donc, du coup, la première question qu'on pourrait vous poser, puisqu'on parle de couple confiné à distance, c'est est-ce que c'était un choix d'être confiné sans votre partenaire ou pas? Non, c'était pas vraiment un choix, c'était surtout parce que on vit chacun chez nos parents et du coup on se voyait mal comme ça s'imposer chez l'autre pendant un mois ou deux, comme on sait pas vraiment le temps que ça a duré ce confinement, du coup c'était mieux qu'on soit chacun chez soi. Et Romane, du coup, j'ai cru comprendre que toi, c'était plutôt un choix. Oui, voilà, moi c'est un choix parce que comme au début on savait pas du tout combien de temps ça allait durer, moi je me voyais mal dans cette situation, donc je préférais ne pas être confinés ensemble. Et est-ce que c'est un regret d'avoir fait ce choix-là ou pas? Dans l'ensemble, non. Il y a des fois où forcément c'est un petit peu compliqué, donc je me dis mais est-ce que ça aurait peut-être mieux marché si on avait fait le choix autrement, mais non. Au final, je suis bien contente d'être comme ça. D'accord. Et Caroline? Bah oui, un peu, mais après, comme je l'ai dit, c'est vraiment en fonction de nos parents et même si on s'entend très bien l'un et l'autre avec nos parents respectifs, bah on savait que ça allait être compliqué parfois, donc tant pis, on fait avec. Effectivement, que ce soit un choix ou pas pour le couple d'être confiné à distance, la plupart du temps, c'est quand même difficile et frustrant pour la relation. Peu importe d'ailleurs la structure du couple, que ce soit un couple homosexuel, hétérosexuel, bi, pansexuel, enfin peu importe. Mais la situation, elle est forcément frustrante pour les couples. Et c'est intéressant parce que souvent, on a entendu que les couples considéraient que c'était un peu un test pour la relation. Parce que bien sûr, le confinement, ça peut remettre en question le couple et ça peut s'avérer fructueux si chacun se sent libre d'exprimer à l'autre ses attentes ou ses désirs ou ses frustrations. Mais quand on a du mal à s'ouvrir à l'autre ou à s'exprimer ou encore à entendre l'autre, là, par contre, ça devient un peu plus compliqué de gérer la distance. Voilà. On voulait vous poser une autre question, c'était comment vous faites pour gérer la distance, si vous avez des activités en couple à distance, entre guillemets. Bah, on a essayé de se donner des défis un peu pour partager quelques trucs, mais c'est un peu compliqué à distance. Du coup, on gère ça surtout, on se parle beaucoup plus qu'avant. Et puis on s'appelle plus et on se fait des visios de temps en temps pour essayer quand même de garder un peu le contact. Moi, c'est à peu près pareil parce qu'en fait, du coup, vu qu'il est confiné avec sa famille et moi la mienne, forcément, déjà, chacun de son côté, on fait des choses avec notre famille. Chacun de notre côté, on appelle aussi nos amis, on a des fois des cours en visio. Du coup, je dirais que c'est comme Caroline, on s'appelle souvent, on fait des visios de temps en temps. Du coup, c'est relié avec la question comment vous échangez et à quelle fréquence. Caroline, par exemple, est-ce que vous parlez tous les jours? Oui, on se parle tous les jours, du matin quand on se lève, au soir quand on va se coucher, et on communique par SMS ou beaucoup par les réseaux sociaux, où on se partage des trucs et, pour pallier au manque d'affection.
Bah moi, du coup, donc de base, on communique pas beaucoup par téléphone, parce qu'on avait l'habitude de se voir souvent. Ouais. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on préfère ne pas se parler de la journée et s'appeler le soir. Et justement, c'est pouvoir se raconter un peu nos journées, qu'est-ce qu'on fait, parce que bah, tous les jours se ressemblent et ça peut être un peu difficile des fois de trouver quoi se dire alors qu'on a envie de se parler. Du coup, on a trouvé un peu cette solution-là pour pallier à ça. D'accord. Donc vous communiquez très peu par écrit, mais vous vous appelez et vous communiquez en direct, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc soit on va s'appeler dans l'après-midi, on fait une visio, ou soit on s'appelle par téléphone le soir. D'accord. Est-ce que vous trouvez que c'est... J'ai du mal à formuler cette question, mais est-ce que c'est des solutions satisfaisantes, entre guillemets? Bon, j'imagine que c'est moins bien que de se voir, évidemment, mais est-ce que ça se passe bien comme ça quand même? Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Oui, mais, effectivement. mais je pense que malgré tout, avec tout ce qu'on a maintenant, les réseaux sociaux, les moyens de communication, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt satisfaisant. On peut s'appeler ou alors on peut s'envoyer des messages ou on peut même se voir en visio et je trouve que c'est vraiment cool. J'ai l'impression que tu dois quelque chose, Amandine. Oui, bah oui, enfin moi je trouve que c'est effectivement ce qui est dit, c'est vrai. Au bout d'un moment là, quand on se voit pas, on sort pas de chez soi, on a toutes les journées qui se ressemblent un peu. Bah on a moins de choses, on a l'impression qu'on a moins de choses à se dire par téléphone. On peut avoir l'impression de tourner un peu en rond dans la discussion. Donc ouais, c'est un défi d'essayer de continuer à garder le lien. Il faut un peu imaginer tout le temps des nouvelles façons de communiquer, etc. Il y a des couples qui s'en sortent super bien. Et puis voilà, on a l'avantage d'avoir plein de moyens de communication, comme ça a été dit. Donc, bien que ça soit virtuel, ça reste des échanges qui continuent à construire et à nourrir la relation. Moi, j'aime bien rappeler que même si c'est frustrant de ne pas se voir et que, comme tu disais, on n'a pas le choix, en fait, pendant cette période-là, on peut se remplacer le toucher et le contact physique par d'autres choses. Et l'intimité des mots, ça peut être une manière d'explorer autrement le lien à l'autre. Donc voilà, ça peut être une opportunité pour en profiter pour cultiver d'autres choses plus en profondeur, pour penser des projets communs, pour se projeter dans le post-confinement, enfin ce genre de choses. Et maintenant qu'on a une date de fin de confinement et qu'on sait que c'est pas éternel, c'est un peu rassurant aussi de se projeter sur les retrouvailles. Une autre question qu'on voulait vous poser, c'était l'impact du confinement sur votre sexualité. Est-ce que par exemple avec vos copains, vous parlez de sexualité plus ou moins qu'avant, à la même fréquence? C'est sûr que ça joue, ça a un impact le confinement, puisque comme on est séparés, bah, on n'en a plus de sexualité. donc, donc on se parle, oui c'est vrai, on se parle un peu plus et on communique vachement plus là-dessus pour essayer de pallier à ça, à ce fait qu'on peut pas se voir, on peut plus se toucher, on peut plus partager des moments à deux et du coup bah, c'est un peu compliqué mais on fait avec. Mais ouais, c'est vrai qu'on parle un peu plus qu'avant. D'accord. Et pour Roman? Bah moi, du coup, on a toujours parlé énormément de sexualité. Du coup, j'ai pas l'impression que du coup ce soit plus, mais peut-être que nos conversations elles sont peut-être plus profondes et moins un sujet de surface. C'est vraiment, je sais pas, on parle vraiment de plein de choses, même quand on va se retrouver, tester de nouveaux trucs ou quoi. C'est sûr que la libido, elle se met pas en pause juste parce qu'on est éloigné physiquement de l'autre, hein. Euh, on sait que, enfin, on l'a déjà dit, mais la libido, elle peut s'intensifier. Enfin, ça va dépendre des gens, ça dépend des moments de la journée aussi. Et donc, c'est normal d'avoir des jours plus envie et d'autres moments moins envie. Enfin, jusque-là, tout va bien. Et puis, tant mieux si la distance, elle permet à certains couples de se parler davantage de leur sexualité ou de s'en parler plus en profondeur. Après, il n'y a pas de normes de toute façon. Si certains n'ont pas envie ou ne ressentent pas le besoin de parler de sexualité avec leur partenaire pendant cette période, c'est ok, hein, le tout, c'est d'être en accord avec soi-même et de s'écouter. Une autre question aussi qu'on voulait vous poser, c'était par rapport à la masturbation. Est-ce que vous pensez tous les deux que l'absence de relations sexuelles à deux peut être en quelque sorte compensée par la masturbation? Bah du coup, moi, je suis plutôt pas trop d'accord avec ça parce D'accord. que je trouve que la masturbation, ça, c'est vraiment hyper complémentaire, que c'est vraiment important. Mais pour moi, ça compense pas la relation à deux, surtout à long terme. Je sais pas, on aurait été peut-être confinés 2 semaines, oui, mais là, ça va faire 2 mois. Je trouve que c'est un petit peu compliqué.
Mm. Et pour Caroline? Bah, là-dessus, je rejoins Romane parce que pour moi, que je me masturbe ou pas, confinement ou pas, ça change pas grand-chose. Ça va pas du tout remplacer les relations que je peux avoir à deux parce que pour moi, c'est pas pareil et c'est quelque chose que je pratique seule. Et du coup, confiné ou pas, c'est pas, ça va pas m'aider à compenser ce manque de relation. C'est vrai que au niveau de la sexualité des couples qui sont confinés à distance, on observe que le virtuel, il a pris beaucoup de place pendant le confinement. Enfin, d'ailleurs, pour les couples, et même pas que pour les couples, aussi pour les personnes qui ne sont pas en couple, parce qu'on cherche de nouvelles façons pour prendre du plaisir. Le sexe virtuel est devenu important. Il y a des personnes qui font l'amour par visio, mais on peut aussi parler de notre désir l'un de l'autre par téléphone, on peut se masturber ensemble, on peut s'écrire des messages érotiques, on peut s'envoyer des photos, se raconter comment on se masturbe, se faire des audios, etc. Enfin, chaque couple pallie l'absence du contexte physique et sexuel à sa manière. Et pour certains couples, le fait de faire du sexe virtuellement, ça peut diminuer le manque et ça peut enlever des frustrations. Même si, bien sûr, ça reste pas pareil, mais voilà, ça peut quand même être une manière nouvelle de vivre sa sexualité. Voilà, il y a des personnes pour qui, en plus, c'est plus facile de dire certaines choses à distance qu'en face, donc ça peut permettre de développer l'imagination et de laisser parler ses fantasmes. Et puis, quand on se retrouve, peut-être de réaliser des nouvelles choses dans sa sexualité avec son partenaire, qui peut être une bonne chose pour le couple. Et je ferais bien une petite aparté concernant le sexe virtuel au sujet du revenge porn, donc en français, comment est-ce qu'on dit le chantage sexuel des Sexuel, ex, ouais. je crois que c'est ça. Ouais, je crois. Mhm. Ouais, il faut faire quand même très attention à ce qu'on partage sur Internet et sur les messageries, avec les images et les messages personnels qu'on envoie, parce que le revenge porn, c'est un délit qui est puni par la loi et ça consiste à partager donc publiquement et sans le consentement de la personne des images ou des documents sexuellement explicites pour se venger et pour humilier une personne. Donc voilà, je vous invite quand même à être vigilant là-dessus parce que ça fait partie des risques avec le virtuel. Et je vous invite aussi à aller faire un tour sur Instagram et suivre une page qui s'appelle DicAss. Ça s'écrit dic.ass. C'est un dico lexique de santé sexuelle sur lequel je suis contributrice. Et cette semaine, justement, il y a une publication qui concernait le revenge porn. Voilà, chaque jour, il y a 2 ou 3 définitions différentes qui sortent sur la page d'ICAS. Et ça explique des points de vocabulaire et de sexo qui sont parfois pas connus par tout le monde. Et en plus, graphiquement, la page, elle est plutôt agréable à regarder. Je pense que c'est important aussi de parler du revenge porn parce que pendant le confinement, il y a pas que les couples qui ont une sexualité, hein. Tout le monde, en fait, a priori, les personnes célibataires et les jeunes, d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant d'inscriptions et d'activités sur les sites de rencontres que maintenant pendant le confinement. Donc le rapport de la sexualité au virtuel, il s'est amplifié, qui est une bonne chose, mais qui comporte aussi des risques. Et donc c'est important de le savoir et de se renseigner là-dessus. Et d'ailleurs, à la fin du podcast, je ferai un petit point technique sur les applis, etc. On en reparle à la fin. Une dernière question qu'on voulait vous poser, c'était est-ce que vous pensez qu'il y aura un changement dans vos relations sexuelles quand vous reverrez votre partenaire, s'il y aura plus de communication? On a parlé de fantasmes aussi, de tester de nouveaux trucs. Sûrement oui, parce que du coup comme on se parle beaucoup par message, forcément ça fait monter notre désir et je pense que du coup quand on va se retrouver, bah forcément il y aura ce petit jeu qu'on a eu pendant le confinement qui fait que bah ça va peut-être entraîner des choses après et puis voilà, ça va jouer forcément sur nos retrouvailles, je pense. Là, je suis d'accord avec Caroline. Et puis, finalement, le fait qu'il y ait le confinement, comment dire, ça instaure une espèce de pause dans cette sexualité. Et en tout cas, moi, dans mon couple, ça nous a permis de prendre vachement de recul sur notre sexualité. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé sur des fantasmes ou des pratiques qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et je pense que du coup, le fait de se retrouver, on va pouvoir poser ça en concret, j'imagine. On a fini les questions.
Est-ce qu'il y a des points que vous voulez aborder librement, des trucs sur lesquels vous voulez discuter? Du coup, dans votre questionnaire, vous avez aussi parlé de la masturbation pendant le confinement. Et je trouvais ça vachement intéressant aussi. On avait parlé un petit peu dans les questions, enfin, on n'a pas directement posé la question, mais oui, on pouvait vous demander, ouais, si, est-ce que ça peut être tabou pour vous de se masturber alors que vous êtes confiné avec votre famille, quoi. Bah, comme je vis toujours chez moi, je trouve des petits moyens pour si j'ai envie ou non. Du coup, tabou, je saurais pas dire, mais comme je vais pas afficher ça quand même devant ma famille, oh salut, je vais me masturber ce soir, et bah, du coup, on s'adapte et puis voilà, on n'est pas obligé de montrer à tout le monde ce qu'on fait tout le temps. C'est hyper important, je trouve quand même, pendant ce temps de confinement, de savoir prendre du temps avec notre famille et aussi de se retrouver tout seul parce que c'est pas forcément évident quand on est confiné avec beaucoup de monde. Donc ça sert aussi à ça, de prendre du temps pour soi pour faire ce qu'on veut, comme se masturber ou autre. Ce qui est gênant au niveau de la masturbation pendant le confinement, peut-être, c'est que, enfin, tout comme avec les rapports sexuels, c'est qu'on a quand même jamais envie d'être entendu ou surpris par ses colocs ou par les membres de sa famille si on est confiné avec eux. Ça, c'est normal, hein. Enfin, ça reste, bien sûr que c'est normal de se masturber, mais ça reste un rapport intime et un rapport au corps qu'on n'a pas envie d'exhiber avec les gens. Et que quand on n'est pas en confinement, en fait, on fait plutôt ça à des moments où, par exemple, l'appartement est vide parce que les parents sont sortis faire des courses ou au travail ou enfin je ne sais quoi. Alors que là, on a moins de moments où on se retrouve seul chez soi. Donc ça peut être un peu plus gênant. Mais voilà, on trouve, comme tu disais, on trouve des parades. On fait ça le soir quand tout le monde dort ou sous la douche. Ou c'est quand même toujours possible, même si on doit faire plus attention à le faire pour ne pas gêner ou offenser les membres qui partagent le confinement avec soi. Ouais. Voilà, après, moi j'aurais bien voulu parler aussi des couples qui vont pas tenir le confinement, parce que je pense Allez, qu'il y en a beaucoup. eh bien, vas-y. Euh, et ça concerne bien évidemment la sexualité également, parce que la sexualité, quand même, c'est un moyen de faire connaissance et de partager des sensations communes, etc. Donc ça participe à la constitution du lien dans le couple. Et quand on est un jeune couple, par exemple, c'est compliqué d'être à distance pendant 2 mois. Et je voulais rappeler une chose, peut-être pour se rassurer un peu sur le fait que quand on est jeune, on a entre 18 et 23 ans ou 25 ans, je sais pas, on a plein d'expériences à vivre, on est encore en train de se construire sa personnalité, même si on se construit et qu'on évolue tout au long de sa vie, et qu'on est à une période où les relations, elles se défont assez facilement aussi, qu'on peut changer de partenaire plusieurs fois dans une année scolaire, parce qu'on change de fac, parce qu'on change de ville, parce qu'on termine ses études, on fait un stage, parce qu'on a envie de changer de partenaire, parce qu'on a le droit de changer de partenaire, parce qu'on peut, etc. Et qu'en tout cas, si pendant le confinement, pour les jeunes couples, il y a certaines relations qui ne tiennent pas, c'est évidemment que ça reste une séparation affective, ça reste douloureux pendant un temps, mais ce ne sera pas un drame marquant dans la vie des personnes. Donc voilà, je pense que c'est quand même aussi important de le dire pour aussi dédramatiser la question la question du couple qui est séparé pendant le confinement. Peut-être que pour terminer, on pourrait faire un truc. Je vais la reformuler la question par contre. Éventuellement, si Caroline et Roman voulaient peut-être prendre vite fait la parole pour donner peut-être des petites astuces, des conseils peut-être pour les couples à distance, si vous en avez. Oui, aussi, après, ce qui peut être important, c'est que comme du coup on est à distance, les personnes sont vachement dans le il faut absolument qu'on maintienne le lien. Et or, je trouve que justement, c'est important de se laisser, en fait, de pas communiquer parce qu'on doit communiquer, de communiquer parce qu'on en a envie. Et que si à un moment donné, on décide de pas s'appeler ou quoi, c'est pas un mal non plus. Bah, astuce, peut-être pas, mais c'est vrai que c'est hyper important de suivre le feeling qu'on peut avoir ou celui de l'autre. Comme Roman disait, faut pas se forcer. Si on a envie de passer un peu de temps seul sans parler à personne, ça veut pas dire qu'on n'aime plus l'autre, c'est juste que voilà, c'est pas une période facile et on la gère tous un peu comme on peut. Et du coup, peut-être Amandine, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au déconfinement des couples?
Moi, je crois que évidemment les couples qui vont se retrouver après le confinement vont avoir des retrouvailles enflammées. Enfin, je leur souhaite si c'est ce qu'ils veulent. Et après, je crois que avec le confinement, ce qui s'est passé était tellement nouveau et tellement vécu différemment pour tout le monde qu'on a pour l'instant du mal à se rendre compte des conséquences qu'il peut y avoir au niveau psycho-affectif pour tout le monde, pour les couples, mais aussi pour les personnes, pour les individus. Hein. Ça aura quand même duré 8 ou 9 semaines de confinement, de personnes qui ont été parfois isolées toutes seules. Et c'était pas évident pour beaucoup de personnes. Il y a des inégalités sociales qui ont été exacerbées pendant le confinement. Les personnes qui sont pas en bonne santé ou pas physique ou pas en bonne santé psychique, pour elles, c'est plus compliqué d'être confinées. Par exemple, quand on traverse une période de questionnement identitaire sur son genre, ou s'il y a des traumas qui ont rejailli pendant le confinement, qu'on est prise avec des angoisses profondes, en général, être isolé, ça fait pas du bien. Donc finalement, qu'on soit confiné tout seul ou en couple, c'est une période qui amène beaucoup de questionnements et de la confusion, je pense, pour la plupart des personnes. Je pense que c'est important pour faire contrepoids avec tout ça, de soi-même être acteur et d'apporter du soutien envers ses proches, envers son partenaire ou sa partenaire, de faire preuve de bienveillance et d'empathie. Merci Caroline, Romane et Amandine, c'était très intéressant. Merci à vous. Merci à vous. Merci. C'est vraiment intéressant. Je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais je suis également étudiant en informatique et je m'intéresse beaucoup aux questions liées à la vie privée et au numérique. Avant de conclure, j'aimerais bien faire un petit point technique sur comment partager des photos érotiques d'une manière la plus sécurisée possible. Je vais vraiment aller sur la technique. Amandine a déjà précisé que c'était une bonne idée d'éviter de mettre son visage avec les photos de son sexe. Évidemment, c'est une bonne idée aussi de faire confiance à la personne en face. Ça me paraît plutôt logique. Si ces deux prérequis sont là, je vais vous expliquer comment faire pour que les photos fuitent le moins possible et le faire de la manière la plus sécurisée. Donc on y va, c'est parti. Alors, il y a 2 petits trucs que j'aimerais expliquer. Le premier, c'est que c'est toutes les alertes de capture d'écran. Par exemple, vous envoyez un snap, vous pouvez recevoir une alerte si votre correspondant a pris une capture d'écran. Faites très attention à ça, c'est peu fiable en fait. Il y a certains appareils où ce n'est pas possible de le faire. Il y a moyen de bidouiller son appareil pour pas envoyer la notification. Et tout simplement, en fait, beaucoup plus simple, juste votre correspondant peut très bien prendre un autre téléphone ou un appareil photo et prendre en photo son écran, tout simplement. Donc, je vous conseille de vraiment pas faire confiance à ça. Pour moi, c'est pas un bon indicateur de si votre correspondant a sauvegardé ou non l'image. Partez du principe que votre correspondant pourra sauvegarder l'image de toute façon. Voyez avec lui, mais sachez que techniquement, c'est très très dur de l'empêcher de faire ça. Deuxième petit point, c'est sur le chiffrement de bout en bout. Alors là, je fais peur à tout le monde, mais c'est quelque chose de plutôt simple. En fait, c'est un procédé technique qui garantit qu'il n'y a que vous et votre correspondant sur 2 appareils uniquement qui pouvez voir ce que vos messages, en fait, ce que vous échangez. Ça garantit qu'il n'y a pas de hacker qui pirate votre compte après, qui peut accéder à vos photos. Ça garantit que Facebook, par exemple, n'a pas accès à vos photos ou tout autre service. Et ça, c'est pas disponible sur toutes les applications. Donc je vais vous dire là du moins bon au meilleur, selon moi, pour partager des photos érotiques. Premièrement, Snapchat, qui peut paraître être une bonne option puisque les messages se suppriment. Il y a effectivement cette alerte de capture d'écran. J'aimerais bien mettre en garde sur le fait que Snapchat, techniquement, ils ont accès à toutes les photos que vous envoyez. Et d'ailleurs, leurs conditions de générale utilisation sont assez ouvertes. Ils ont beaucoup de droits sur vos photos. Pour moi, c'est vraiment une mauvaise idée de partager des photos sur Snapchat, puisque c'est juste une illusion en fait. Les photos vont pas forcément s'effacer, elles restent sur les serveurs quelque part. Elles peuvent être retrouvées. Donc, Snapchat, pour moi, à éviter. Deuxième point, Messenger, donc de Facebook. De base, je vous conseille pas de le faire dans une conversation qui sera synchronisée entre tous vos appareils. Puisque là, si vous vous faites pirater, votre message risque de se retrouver publié ou diffusé. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur la conversation de votre correspondant, de cliquer sur la petite icône i et de cliquer sur conversation secrète. Quand vous cliquez sur conversation secrète pour la première fois, il va vous demander si vous voulez bien activer les conversations secrètes, vous lui dites oui, et à partir de là, il va exactement se passer ce que je vous décrivais avant, le chiffrement bout en bout, c'est-à-dire que vous et votre correspondant, uniquement sur 2 appareils, pourrez voir ce que vous avez échangé. Donc pas de problème de hacking et pas de problème, normalement Facebook n'a pas accès à ces photos. Alors pourquoi je dis normalement? Tout simplement parce qu'on n'a pas accès au code source de l'application Facebook. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'elle fait exactement sur le téléphone. Donc il est impossible de savoir si Facebook ne se réserve pas le droit un jour de lire toutes les conversations chiffrées de bout en bout.
Donc, si vous voulez vraiment être sûr que seul vous et votre correspondant pouvez partager un message, la meilleure manière de le faire, c'est d'installer l'application Signal. Signal, il n'y a pas besoin de se créer de compte, vous rentrez votre numéro de téléphone et vous pouvez directement parler avec tous les gens qui ont Signal, de manière chiffrée de bout en bout donc, avec éventuellement la possibilité de détruire vos messages avec un temps donné. En plus de ça, vous pouvez vous appeler en vidéo, toujours de manière chiffrée, pour pouvoir le faire en direct sans risque. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à nous suivre, ERS Lyon 1, sur Instagram et Facebook pour plus de contenu autour de thématiques de vie sexuelle et affective, ainsi que d'addiction et de réduction des risques. On est 8 étudiants et étudiantes relais santé et on travaille activement afin de t'occuper au mieux durant le confinement. Tu retrouveras des quiz hebdomadaires, des posts d'actualité, des recettes et plein d'autres bons plans. Tu peux aussi directement nous contacter si tu as des questions, si tu veux témoigner de ton expérience ou si tu veux tout simplement discuter. Prends bien soin de toi et à très vite.